Bonjour à tous, madame, messieurs, c'est vendredi, c'est la dernière édition de la semaine de la revue des grandes unes avec déjà nos invités sur ce plateau. Et comme vous le savez, les invités qui vont commenter, analyser, même décrypter l'actualité telle que traitée par la presse. D'ailleurs, la nouvelle expression de ce matin parle de la crise anglophone, un désastre économique et social. C'est le grand titre du journal. La crise qui secoue actuellement les régions anglophones du Cameroun impacte négativement sur l'économie de cette partie du pays dans les zones épicentre d'ailleurs des combats entre l'armée et bien entendu les séparatistes. Des grandes plantations ont d'ailleurs été abandonnées. C'est ce qu'on lit également à la une du journal La Nouvelle Expression de ce matin. Le même journal parle également du tribunal militaire. Kavaye Djibril et des ministres à la barre. Maurice Kamto traîne d'ailleurs le président de l'Assemblée nationale et 4 ministres devant le tribunal militaire pour actes de vandalisme et apologie de crimes. C'est à lire en page 5 de La Nouvelle Expression qui s'intéresse aussi à la majorité présidentielle. Parlant notamment de l'UNDP, divisé aujourd'hui par le soutien à Paul Biya. Certains militants de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès sont opposés au soutien apporté donc par le parti au RDPC. C'est à lire dans le numéro. On parle aussi de la Fédération camerounaise de football. Dans ce journal, Maître Hapi, interpellé, le ministre des Sports et de l'Éducation physique veut examiner les projets, les projets des statuts de la Fédération camerounaise de football avant leur adoption. C'est en page 6 du journal. Disponible dans les kiosques également, c'est la Nouvelle Expression. Le journal Info Matin s'intéresse à la présidentielle 2018. Pourquoi ils jettent l'éponge? Ils sont nombreux, ceux-là qui sont présentés comme étant des présidents des partis politiques, de l'opposition notamment, mais qui n'ont pas déposé leur candidature. Et pourquoi? Les raisons sont donc évoquées par le journal, le journal Info Matin de ce matin. Le journal des non disponibles, il s'intéresse aussi à autre chose, notamment au FENAC 2018. Des légendes en flammes, notamment la scène à Berthois. C'est ce qu'on dit dans le journal de ce matin. C'est à lire donc à la une de ce numéro. Le journal Mutation qui est dans les kiosques parle de Cannes 2019. Bataille pour le contrôle de la Fédération camerounaise de football. C'est le grand titre du journal. Le journal nous apprend qu'à un mois de la fin de la normalisation, le ministre des Sports demande donc à Maître Hapi de clarifier le calendrier électoral. Cette injonction de Bidungpat s'appuie donc sur la nouvelle loi portant organisation des activités sportives. Le gouvernement précise ainsi ses intentions à un an donc de la Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est à lire en page 9 du journal Mutation de ce matin. Le journal Mutation qui parle également de toute autre chose, du MRC qui accuse Kavaye Djibril. C'est à lire dans le numéro. Et puis Roger Nkodedan s'explique donc à la suite de toutes les accusations qui sont portées contre lui, concernant les exactions financières de l'Institut dont il a la charge finalement. C'est le journal qui revient donc sur le sujet ce matin. Le journal Le Messager qui est dans les kiosques parle donc de crise anglophone. Enquête sur les cellules terroristes à l'ouest Cameroun. Des élites administratives, politiques et économiques dans le viseur de la police. C'est à lire en page 4. Le journal s'intéresse aussi aux partis politiques avec le gouvernement accusé donc d'ingérence. Le CPP, le Manidem et bien entendu le parti notamment, qui sont concernés par cette affaire, parlent notamment de l'ingérence du gouvernement dans les partis politiques, des formations politiques, aujourd'hui, qui sont capables de gérer elles-mêmes leurs problèmes en interne. Justement, c'est ce qu'on dit également dans le journal. Et également l'UPC, concerné par ces différents partis politiques aussi. C'est à lire en page 3 du journal. Le quotidien Le Messager de ce matin. Notre journal disponible, c'est le quotidien de l'économie qui parle de projection. L'Afrique pense donc les plaies de l'emploi jeune à Yaoundé, source d'instabilité sociale, frein au développement du continent, et puis le chômage préoccupe notamment dans un contexte où à l'horizon 2050, près de 25% de la jeunesse du monde résiste ou résidera sur le berceau de l'humanité. C'est ce qu'on dit également dans le dossier proposé par le journal, le quotidien de l'économie. Sur cette question également, à lire aussi dans les kiosques. L'autre journal est disponible, c'est bien entendu le Soir hebdomadaire qui parle de la présidentielle 2018, du 7 octobre 2018, le Nord mobilisé pour plébisciter le chancre du renouveau national. C'est à la une du journal ce matin. Et puis, on va terminer avec les du Sahel aussi qui parle de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP. Parlant de la présidentielle, des membres anglophones du comité central opposés donc au soutien à Paul Biya. Voilà ce que la presse nous propose ce matin. Georges Semé, bonjour. Bonjour à vous, M. Gambo. Bonjour à tous ceux
Voilà, vous êtes avec nous sur ce plateau pour commenter l'actualité, notamment les sujets traités par la presse. Donc on parle de la crise anglophone, un désastre économique et social, c'est ce que dit le journal La Nouvelle Expression. La crise qui secoue actuellement les régions anglophones ont créé un impact négatif sur l'économie. Dans cette partie du pays, dans les zones épicentres des combats entre l'armée et notamment les séparatistes, des grandes plantations ont été finalement abandonnées. Écoutez, je crois que c'est le côté contre-performance économique de la crise anglophone. Il n'y a pas que l'impact négatif sur l'humanitaire et sur les atteintes aux biens et aux symboles de la République. Il y a également un impact économique évident que subissent ces deux régions anglophones. Vous savez que ce sont des régions qui regorgent d'importants gisets agricoles, mais également d'un tissu industriel assez important. Je vais citer par exemple 2 ou 3 entreprises, la CDC, Pamol ou alors la Cameroun Tea Estate, qui emploie beaucoup de personnes. Mais malheureusement, avec cette crise anglophone, il s'avère que soit ce tissu économique est physiquement détruit, ou alors on sent un impact sur les employés de ces entreprises qui parfois sont obligés de déserter leur poste et devenir réfugiés. Vous savez que du côté du Nigeria, il y a un bon nombre de réfugiés estimés au moins à 300 000. À 30 000, et parmi ces réfugiés, il y a un bon nombre d'employés de ces entreprises-là, ce qui fait que elles ne sont plus productives et ça a non seulement un impact local, mais également un impact national, parce que la CDC, c'est quand même un fleuron du tissu économique de notre économie, et de là à être impacté négativement par le déplacement de certains de ces employés, je crois que ça emporte des conséquences négatives sur la performance et également sur la performance générale de l'économie nationale. Donc, l'impact n'est pas que humanitaire, l'impact n'est pas que sur les symboles de l'État, mais il y a également un impact économique important. Et vous savez qu'on a l'habitude de dire qu'il y a une Silicon Valley du côté de la région du Sud-Ouest qui est également frappée par les conséquences de cette crise anglophone. Très bien. Alors, lorsqu'on a parcouru l'article ce matin, les lecteurs vont également lire ce que le journal La Nouvelle Expression propose par rapport à ces titres. Crise anglophone, un désastre économique et social également, en page 3 du journal. Le journal parle également de la majorité présidentielle. Comme vous le savez, nous sommes dans la fièvre de cette élection présidentielle. La majorité de l'UNDP qui est donc divisée par le soutien à Paul Biya. Certains militants estiment que ce n'est pas la peine de le soutenir, même si aujourd'hui le parti était un parti allié au RDPC. Ceux qui sont de la région anglophone et qui sont militants de ce parti politique estiment que ce n'est pas normal de soutenir le chef de l'État. C'est encore une conséquence de la crise anglophone, une conséquence politique induite au sein de l'UNDP. Parce qu'il y a eu ce comité central qui s'est tenu le 18 juillet à Yaoundé, et on a noté une certaine fronde des membres du comité central, une vingtaine nous a-t-on dit, qui sont essentiellement originaires des deux régions anglophones et qui estiment que accompagner politiquement le président de la République dans le cadre de cette élection serait impromptu, compte tenu de la situation qui prévaut dans ces deux régions. Alors ils ont donc effectué cette fronde-là, mais malheureusement, le comité central de l'UNDP est constitué de 250 membres et il n'était qu'une vingtaine, et le G démocratique a voulu que, après une consultation interne, qu'il n'ait pas la majorité. La grande majorité des membres du comité central de l'UNDP étaient favorables à cet accompagnement du RDPC, l'accompagnement du candidat du RDPC à l'élection présidentielle. Et vous savez que cet accompagnement tisse ses sources d'un accord politique qui a été signé entre le RDPC et l'UNDP. Et ne pas accompagner le RDPC serait peut-être créer une scission ou alors dénoncer cet accord qui a été signé depuis quelques années entre ces deux partis. Ils étaient malheureusement minoritaires. Le parti qui n'a pas déjà la présidentielle, parce que ces derniers, dans le journal L'Œil du Sahel également, c'est le même sujet qui est traité. Tout à fait. Peut-être pas de la même manière, mais juste avec également la même information, pour dire que ces membres estimaient qu'il pourrait avoir un candidat pour challenger le candidat du RDPC, mais ça n'a pas été le cas, et ça a tourné un peu à ce qu'on découvre aujourd'hui, de ces membres qui estiment que ce n'est pas la peine de continuer à soutenir le chef de l'État. Avoir un candidat de l'UNDP à cette élection présidentielle signifie tout simplement qu'on rompt l'alliance qu'il y a entre le RDPC et l'UNDP. Alors que dans les précédentes élections présidentielles, je crois que l'UNDP n'a jamais présenté un candidat. C'est toujours ce respect des termes de l'accord qui a été signé avec le RDPC, dans lequel M. Boubele Bouba Maïgari est cantonné. Et ce n'est pas en 2019
2018 que ça va changer. Donc il est donc resté dans cette ligne d'accompagnement du RDPC. Et je pense que cette petite fronde qu'on a observée lors de ce comité central n'était qu'une tempête dans une verre d'eau, parce que sur 250, il n'était que 20 à dénoncer cette alliance. Mais comme je le disais dans ma précédente intervention, c'est une conséquence induite de la crise anglophone, parce que c'est essentiellement des membres du comité central anglophone qui ont créé cette fronde en estimant que accompagner une fois de plus le RDPC alors qu'il y a une situation explosive, une situation non résolue qui prévaut dans les régions anglophones, ce serait trahir cette région. Et malheureusement, le jeu démocratique a tranché en leur défaveur, et l'UNDP sera encore une fois de plus obligée de respecter ses engagements qu'elle a signés avec le RDPC. Très bien. Alors, donc, on peut lire la petite phrase de ces derniers, prononcée par ces derniers et continue dans le journal. Les du Sahel de ce matin. Ils disent soutenir le chef de l'État. La candidature de Paul Biya serait synonyme de sacrifice des anglophones. C'est ce qui est contenu dans le numéro disponible ce matin. Donc, c'est un texte que je vous invite à lire, un article en tout cas, qui permet de comprendre un peu la raison pour laquelle ces derniers sont en colère, et ils estiment que leur président national devrait prendre les mêmes mesures, ne plus soutenir quelqu'un qui n'arrive pas à trouver des solutions à la crise et qui secoue donc les régions anglophones en ce moment. À lire aussi dans la presse ce matin, on va parler du journal Info Matin qui parle de la présidentielle. Pourquoi ils jettent l'éponge? Ils sont nombreux, en tout cas, ceux que vous maîtrisez d'ailleurs, et même le grand public, qui ont désisté soit à la dernière minute ou soit pour faute de moyens. Ils n'ont pas déposé leur candidature à la candidature finalement de la présidente de la République. Oui, nos confrères d'Info Matin présentent 4 visages. J'aperçois celui d'Anissé Kané, je vois Bernard Djonga et j'en passe. Je pense que c'est fondamental de s'interroger du pourquoi ils n'ont pas présenté de cette candidature, alors même qu'ils étaient à même de le faire juridiquement, parce que ces personnes, je crois, je prends le cas du Manidem. Le Manidem a au moins un conseiller municipal du côté du Mungodon. Il était juridiquement habilité à présenter de cette candidature, mais malheureusement, ces personnes n'ont pas voulu le faire. D'abord pour une raison, pour des raisons économiques. Vous savez que parmi les conditions d'admission à la candidature, il y a quand même une caution de 30 millions de francs CFA à déposer. Et certains présidents de partis ont la peine à rassembler ces 30 millions de francs CFA et qui viendraient compléter ceux de ceux de candidature. Donc il y a d'abord ces raisons économiques. Ensuite, il y a des désistements politiques qui relèvent de ce que certains petits partis sont des partis satellites du RDPC, même sans avoir signé des accords de gouvernement avec les animateurs de la scène politique. Effectivement, même sans avoir signé des accords avec le RDPC, il reste quand même des partis dont les militants ont toujours voté en faveur du RDPC. Il y a des mots d'ordre internes qui sont donnés à ces militants pour qu'ils votent en faveur du RDPC, on le sait. Mais il y a aussi un autre désistement, une autre raison de ce désistement qui est une raison, qu'est-ce que j'allais dire, politique, mais liée au code électoral. Par exemple, je prends le cas du président de l'OFF Orange, Hilaire Kamga, je crois. Il a tout simplement dit que dans les conditions actuelles du code électoral, il est impossible de battre le président Biya. C'est la même raison qu'a évoqué Mme Kawala du CPP, disant que tout est financièrement, politiquement et institutionnellement favorable au président de la République pour gagner cette élection. Donc il ne valait pas la peine de s'y présenter. Donc voilà à un triple degré pourquoi ces personnes ont décidé de ne pas présenter leur candidature. Ceux qui sont candidats finalement, ils pensent qu'ils peuvent faire quelque chose. C'est pour ça qu'ils vont à la course. Écoutez, en 2000, à la dernière élection présidentielle, on avait 23 candidats et selon les derniers chiffres enregistrés auprès de l'ECAM, on en est à 28 aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y a un intérêt croissant de certaines personnes à la fonction présidentielle. Mais est-ce que ces personnes pourront battre le RDPC? Je partage l'avis de Mme Kawala qui pense que tout est favorable à une victoire du président de la République. Parce que les partis de l'opposition ont parfois demandé que soit révisé ce code électoral. Par exemple, passer à un scrutin à 2 tours. Ou alors instaurer le bulletin unique. Cela n'a jamais été fait. Or, si ces réformes avaient été effectuées, ça aurait au moins permis à l'opposition de prétendre concurrencer le candidat du RDPC. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le code électoral, mais il y a également le pouvoir financier du RDPC. Très souvent, on dit que le RDPC a une accointance financière avec
les institutions, l'État, et qu'il puiserait, ça reste à confirmer, il puiserait dans les caisses de l'État pour se déployer électoralement sur l'étendue du territoire. Alors, je pense que les partis d'opposition n'ont pas cette surface financière pour affronter le RDPC. Et c'est pour la raison pour laquelle, en ce qui concerne l'élection présidentielle ou alors les élections locales, le RDPC se déploie sur toute l'étendue du territoire, alors que les autres partis, les partis d'opposition n'ont pas cette capacité à se déployer sur toute l'étendue du territoire. Donc, les jeux ne sont pas biaisés, mais je crois que les cartes sont telles que aucun parti d'opposition ne peut rivaliser avec le RDPC, même si dans l'élection qui s'annonce, il y a quand même un souffle nouveau qu'on perçoit avec de nouvelles candidatures, de nouvelles figures comme Cabral Libi, que je ne soutiens pas bien évidemment, mais qui apportent quand même, voilà, et les Maurice Kamto, les Akere Mouna, qui apportent quand même quelque chose de nouveau dans cette joute politique qui se profile à l'horizon. Mais en ce qui concerne les autres partis traditionnels qu'on connaît, qui n'affichent pas très souvent, difficilement 10% d'un score national, je crois que pour eux, on va juste animer la galerie, sachant que c'est le président Biya qui va finalement remporter cette élection. Alors, c'est ce qu'on peut lire dans le journal. La majorité présidentielle, l'UNDP est divisée donc par le soutien à Paul Biya. C'est contenu en page 4. Et en même temps, on découvre que dans la plupart des tabloïds d'aujourd'hui, il y a le tribunal, parlant du tribunal militaire, Kava Yegué Djibril et les membres du gouvernement à la barre. C'est le même sujet qui est traité par Lady Sahel, le MRC qui traîne Kava Yegué Djibril en justice. Dans la nouvelle expression, nous apprend que Maurice Kamto traîne le président de l'Assemblée nationale et 4 membres du gouvernement devant le tribunal militaire pour actes de vandalisme et apologie des crimes. Je crois que c'est un dossier assez explosif. Tout le monde a vu les images à travers les réseaux sociaux des attributs et les emblèmes du MRC qui étaient brûlés du côté de Tokombéré en présence, s'il vous plaît, de la troisième personnalité de l'État qu'est M. Kava Yegué Djibril. Il est président de l'Assemblée nationale. Il était présent lorsqu'il y avait cette auto-da-fé d'une autre époque des attributs et des emblèmes du MRC. À côté de lui, il y avait également 4 autres ministres, Mounouna Fotso, Yaoub Abdoulaye, Dr Taïga et un autre que j'oublie. Mais je crois que la situation est assez grave. Et après ce forfait, le MRC a rendu public un communiqué de dénonciation. Et j'étais parmi ceux qui pensaient qu'au-delà de ce communiqué, il fallait prendre une action énergique, entamer une action énergique pour protester contre M. Kava Yegué Djibril, qui représente quand même le RDPC. Et c'était c'était dans le cadre de cette bagarre politique de la présidentielle que cet acte a été commis. Alors, ils ont donc porté plainte hier devant le tribunal, près le tribunal militaire de Yaoundé pour destruction, apologie et acte de terrorisme contre ces 4 personnalités de la République. C'est un autre aspect de la présidentielle qui amuse un peu, mais qui reflète quand même la peur du RDPC face à ses concurrents. Même si ça s'est passé dans une zone qui est acquise déjà par le RDPC, ben, on sent ce frémissement de peur du RDPC face à... On peut parler de l'inverse aussi. On a vu des partis politiques de l'opposition, par exemple, qui quittaient leur formation politique pour le RDPC, vice-versa. On a vu également des tissus, leurs pagnes et autres qui étaient soit traînés à même le sol, soit brûlés ou déchirés devant le public. Et ce sont des gestes également qui peuvent aussi amener certains partis politiques à agir comme le MRC. C'est de bonnes guerres politiques. Vous savez que ces batailles ont commencé depuis quelques mois, même bien avant que la période de pré-campagne soit ouverte. C'est de bonnes guerres politiques. Donc, mais l'élément qui est aggravant dans l'acte qu'a commis l'acte de Tokombéré, c'est la présence quand même du président de l'Assemblée nationale avec 3 autres ministres. Je crois que c'est extrêmement grave de voir une telle personnalité de l'État, 3 autres membres du gouvernement se prêter à ce type d'action. Parce qu'il devrait d'abord servir d'exemple. M. Kava Yegué Djibril est le président de l'Assemblée nationale. Il représente le peuple camerounais et il n'a pas droit à une faute. Dans ce cadre, même si il est une figure forte du parti dominant, il devrait quand même réfléchir par 3 fois avant de commettre ce type d'acte. C'est un acte extrêmement grave et qui sera péjoratif à son parti dans cette région et pourquoi même pas sur le plan national. Donc, si le MRC a décidé de porter plainte devant le tribunal militaire, on verra ce qu'il adviendra. Il faut que le tribunal militaire dise le droit parce que c'est intolérable de poser ce type d'acte lorsqu'on est
à ce type de responsabilité dans la République. Alors, on parle donc de l'aide du Sahel qui parle du tribunal militaire de Yaoundé. Le MRC traîne Kavaye Djibril en justice. Et en même temps, l'information est contenue dans la Nouvelle Expression et même Mutation aussi de ce matin qui parle à côté, qui traite également de cette question. Mais en même temps, à la une du journal, on parle de la CAN 2019, bataille pour le contrôle de la Fédération camerounaise de football. Le ministre veut savoir jusqu'où se trouvent les actions menées par la normalisation à un mois de la fin de son bail. Et là, jusqu'ici, il n'a pas d'informations. Il veut savoir, mais rien n'évolue carrément. Il n'a pas de possibilité. Et alors que l'autre mission de la CAF est annoncée pour bientôt. Je crois que le dossier FECAFOOT commence à bien faire. On en est peut-être à 3 ans de normalisation. On a eu... Joseph Oona qui a essayé tant bien que mal de normaliser la FECAFOOT. Il n'a pas pu. On a passé le témoin à Maître Api qui est déjà dans les bisbilles avec sa tutelle. Je pense que ça ne renvoie pas une très bonne image de notre pays qui est quand même appelé à organiser une importante échéance électorale. Le ministre des Sports a adressé tout récemment une correspondance à Maître Api qui est le président du comité de normalisation pour en savoir davantage sur l'état, le niveau de la normalisation. Cette réponse est attendue, mais en tant qu'observateur, en tant que journaliste, je pense qu'on devrait rapidement boucler cette normalisation afin qu'on ait des textes conformes à ce que demande la FIFA, à ce que demandent les conventions internationales, et qu'on ait une FECAFOOT, cette fois-ci, stable, et qui va faire son travail avant qu'on ne lance la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mais malheureusement, il y a encore des batailles internes, non seulement au sein de la normalisation, mais entre la normalisation et la tutelle. Donc je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge. La FIFA regarde de très haut ce qui se passe au Cameroun. On espère seulement qu'on ne va pas arriver à une autre étape de la normalisation en désignant une autre équipe qui viendra peut-être, pourquoi pas, faire comme les autres, parce que c'est un dossier extrêmement difficile, qui a des implications administratives, qui a des implications juridiques, mais également qui a des implications politiques aussi. Ce qui fait que la normalisation n'est jamais aboutie. On espère simplement que la FIFA, qui ne demande que soient respectés les textes, arrivera à concilier toutes ces personnes afin qu'on installe une FECAFOOT qui pourra conduire les rênes du football camerounais. Très bien. Donc on parle du sujet dans Mutation ce matin à la une et même dans la Nouvelle Expression qui parle de Maître Api interpellé. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique veut donc examiner les projets de statut de la Fédération camerounaise de football avant leur adoption. Et c'est ce qui est connu également en page 6 de ce numéro. Autre chose également ce matin, on parle de la projection. L'Afrique pense les plaies de l'emploi jeune à Yaoundé. On parle donc de tout cela avec le chômage, le taux de chômage qui est encore élevé au Cameroun. On parle même de ce sous-emploi et aussi tout cela préoccupe certains acteurs qui doivent trouver des solutions au plus vite à ces difficultés. Vous savez que la question de l'emploi, surtout l'emploi jeune, a toujours été une épine dans les pieds du gouvernement camerounais. À chaque fois que le président de la République a une adresse, il nous donne des chiffres assez importants de ces Camerounais qui ont été injectés dans le monde de l'emploi. Mais à chaque fois également, ces chiffres sont parfois contestés par certains observateurs qui estiment que ce sont des emplois à durée déterminée et qui ne sont pas véritablement des emplois qui permettraient d'impacter positivement de haut, alors de juguler le flux de chômeurs dans notre pays. Et cette question a, comme vous le dites, préoccupé certains experts qui se sont réunis à Yaoundé. Et moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais il faut impliquer davantage les jeunes dans les nouveaux métiers, créer de nouvelles filières dans nos universités et créer une nouvelle intelligence dans les nouveaux métiers. C'est ce qui permettra de juguler, d'absorber un tout petit peu le sans-emploi ou alors le chômage qui frappe surtout la jeunesse du Cameroun qui sort chaque année des universités et malheureusement qui n'ont pas de l'emploi. Donc si ce type de forum, ce type de rencontre permet d'avoir de très bonnes solutions à soumettre aux États, à notre État, afin qu'ils les mettent en place, ce sera que tout bénéfice pour notre pays. Alors, ça fait partie des éléments, en tout cas, que devra sûrement brandir le candidat tout à fait. Beauvoir. Donc, c'est à lire dans le journal Le Quotidien de l'économie de ce matin. On peut lire l'article et comprendre. Le Messager, lui, revient également parlant de la crise anglophone avec cette enquête sur les cellules terroristes créées à l'ouest du Cameroun. Écoutez, à l'époque du début de Boko Haram, on disait que Boko Haram n'est pas seulement cantonné
dans le Grand Nord, qu'il y avait également des cellules dormantes dans le littoral et à l'ouest. C'est pareil avec la crise anglophone, les sécessionnistes, qui de plus en plus sortent au-delà de leur zone de combat pour venir perpétrer des actes dans le littoral. Je prends le cas de Pernamboko, où ils ont effectué une incursion, et dans l'ouest, au niveau de la mer Noire à Fongotongo, et dans une autre localité que j'oublie. Donc ça prouve qu'il y a effectivement des cellules dormantes des sécessionnistes, pas seulement dans l'ouest, mais également dans les autres régions. En ce qui concerne la région du littoral, il y a eu une réunion de sécurité qu'a tenue le gouverneur de la région du littoral à Bonabéry. Donc on a délocalisé la réunion de sécurité pour Bonabéry pendant 2 jours, et cette question a opportunément été évoquée, tout simplement en disant qu'il y aurait des cellules dormantes des sécessionnistes à Douala. C'est le cas avec l'ouest qui a été frappé du côté de la Meune à passer sécessionniste, ce qui me permet de dire que le combat qui est mené aujourd'hui par les sécessionnistes n'est plus finalement un combat de sécession, c'est un combat de renversement de pouvoir. Parce que si on sort au-delà de la zone géographique sur laquelle on milite, donc ça veut dire qu'on aspire à renverser le pouvoir, quitter les éléments de forme. À partir notamment de l'article contenu dans le journal, on peut comprendre, on comprend également que ce sont des élites administratives, politiques et économiques qui sont dans le viseur, en tout cas, de ces derniers. Écoutez, je n'ai pas toutes les cartes ou alors tous les éléments qui me permettent d'indexer les élites administratives et économiques, mais je crois quand même qu'il y a des faits qui sont palpables. L'attaque de Fongotongo, l'attaque de Forêt, que je crois, et l'attaque de Pernamboko, qui sont des localités de l'ouest et de la région du littoral. Mais maintenant, s'il y a des complicités ou alors des facilités qui se relèvent des autorités administratives ou des intellectuels ou de l'élite, là je n'ai pas toutes ces cartes, mais je pense que le combat de ces sécessionnistes est un combat qui tend de plus en plus vers le renversement d'un régime que d'une revendication de la sécession entre le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone, entre guillemets bien sûr. Bien entendu, donc le messager qui revient sur le dossier ce matin pendant la crise anglophone avec cette enquête qui est menée sur les cellules terroristes à l'ouest du Cameroun et donc des élites administratives, politiques et économiques qui sont donc dans le viseur de la police. C'est en page 4 de ce numéro. On va dire un mot sur la nouvelle expression également qui parle des gangs de malfrats aux arrêts, 3 présumés bandits qui ont d'ailleurs été pris en flagrant délit de vol des véhicules en provenance du Gabon. Écoutez, c'est un spectacle assez rocambolesque qu'on a vécu. Ils sont partis de Kiossi. Le véhicule venait du Gabon, amené au Cameroun par un jeune Gabonais qui venait le vendre au Cameroun. Alors, il nous a rapporté qu'il a été mandaté par sa famille pour vendre le véhicule, mais malheureusement, mal lui en a pris, il est tombé dans les mains du filet de la police. On l'a arrêté du côté de Douala, du côté de l'hôtel de l'air, alors qu'il voulait écouler cette voiture à 10 millions de francs CFA. Dans le coup, il y avait un démarcheur qui vend les pièces détachées, un Camerounais qui vend les pièces détachées au camp Yabassi, qui était chargé de vérifier l'état technique du véhicule et de rassurer le client. Mais il y avait une troisième personne qui... toute une chaîne. Toute une chaîne, c'est un réseau international. Et le vendeur de pièces détachées nous a rassuré que il connaît très bien le circuit de la Guinée équatoriale et du Gabon en ce qui concerne la vente des véhicules. Donc je crois que c'est un bon coup à mettre à l'actif du groupement de gendarmerie du littoral qui a mis le grappin sur ces 3 malfrats. On espère qu'ils ne seront pas relâchés parce que lorsqu'on a recoupé l'information, il y aurait un marchandage, il y aurait des personnes, des forces de l'ordre qui auraient demandé de l'argent assez pour l'établissement des pièces. Non, des rétrocommissions, 1 million de francs CFA pour que je vous établisse telle pièce, mais c'était des pièces assez fausses. Et je rappelle que lorsque les véhicules entraient au Cameroun, il avait une immatriculation du Gabon, on ne sait pas quelle alchimie, ils ont trouvé une immatriculation légale du Cameroun et qu'ils ont plaqué sur les véhicules. Ils ont quand même réussi à l'acheminer jusqu'à Douala, où ils ont été finalement pêchés avant-hier au niveau de l'hôtel de l'air de Bonaprise. Très bien. Alors, c'est un sujet que l'on découvre également dans le journal La Nouvelle Expression de ce matin. Ça devient récurrent, le vol des véhicules et autres. Il n'y a pas que ces cas. Plusieurs autres cas ont été révélés par le passé. Et en même temps, un autre cas aussi de ces vols des véhicules. Alors, ce sont des sujets que vous aurez donc à découvrir dans la presse. Si vous faites un tour dans les kiosques ce vendredi. Et en même temps, on parle aussi de la présidentielle avec des candidatures et autres. Donc, l'établissement et même l'entreprise publique. On voit dans des innovations et limites des nouvelles lois
aujourd'hui, les directeurs des sociétés étatiques sont dans le collimateur de ces différentes lois, les nouvelles d'ailleurs. Oui, vous savez que le spectacle nous a montré que les directeurs de sociétés sont parfois des ministres, ou alors des PCA qui sont des ministres, et l'administration du Cameroun, le gouvernement camerounais veut arrêter ce type de cumul. Il y a un cas très patent avec la SCDP où le directeur général est encore directeur général et il est en même temps tutelle, ministre de l'eau et de l'énergie. Je crois que si on peut arrêter ce type de cumul, ce n'est que tout bénéfice. Ça permettra à certaines personnes d'accéder à certains postes, pourquoi pas, et ça permettra aussi au gouvernement camerounais de faire de substantielles économies. Pour revenir peut-être à la présidentielle, rappelons à nos téléspectateurs qu'il y a 28 dossiers qui ont été reçus, mais il y a certains qui avaient déclaré leur candidature, mais finalement qui n'ont pas déposé de dossier. C'est par exemple le cas de Jean-Jacques Kindi, dont le nom n'apparaît nulle part du tout. Et pourtant, voilà, le chasseur du lion, qui est à mal peut-être d'armement de chasse contre le lion. Il a déclaré sa candidature à Yaoundé, à l'hôtel Hilton, sur le terrain du président de la République, mais finalement, parmi les 28, on ne trouve malheureusement pas son nom. On ne sait pas ce qu'il en sera. Mais on observe également qu'il y a ces jeunes loups, Cabral, Libye et consorts, qui ont réussi à rassembler les 30 millions et à déposer leur dossier. Mais faut-il le rappeler, ça ne veut pas dire que leur dossier a déjà été accepté, parce qu'il faut que le Conseil électoral siège, et lorsque votre dossier est rejeté, il appartiendra désormais au Conseil constitutionnel, si vous déposez un recours, d'examiner votre dossier. Donc, déposer le dossier, ce n'est pas déjà participer, ce n'est pas un acquis, ce n'est pas participer à cette joute, et la bataille ne fait que commencer, parce que le dossier est là, le Conseil électoral va se prononcer, et s'il y a un contentieux, ce sera le Conseil constitutionnel qui sera appelé à se prononcer en dernier recours. Ce n'est pas une punition, c'est juste que vous vous êtes retrouvé là seul ce matin dans le cadre de cette émission. On a appelé le commentaire de la presse. Merci à vous et je vous souhaite déjà de passer un très bon week-end, surtout sans excès. Hein. Je vous en prie, après cette émission que j'ai passée tout seul, j'irai boire un bon verre. Merci. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Et n'oubliez pas les rendez-vous du week-end avec droit de réponse dimanche. Mais avant cela, après juste droit de réponse, vous aurez donc dimanche avec vous et d'autres programmes aussi que je vous invite à suivre tout au long du week-end. Merci. Bon week-end à tous et surtout sans excès. À lundi 9h15.